Donc ADN, vous ne connaissez pas, mais en fait, vous l'utilisez très probablement tous les jours. Toutes ces marques, c'est nous derrière, on fait les paiements. Et il y a beaucoup plus de monde, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. On est plutôt petit, on fait Dunkin' Donuts, Microsoft, Zalando, tout ça, c'est nous. Avant qu'on parte sur le sujet, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas expert de climat, qu'on soit bien d'accord. Donc tout ce que je vous dis est à prendre avec un grain de sel. Et le but du jeu, c'est surtout pas que vous vous sentiez coupable. On est là-dedans ensemble, et c'est pour ça que je vais partager principalement ma démarche personnelle. Je vous demande rien. Je vous demande juste simplement de venir avec moi un petit peu pendant 40-50 minutes. Et je vais essayer, on pourrait faire du doomisme et de la mauvaise nouvelle pendant 50 minutes si on voulait sur le changement du climat, mais on va essayer de faire ça de manière plutôt positive, autant qu'on peut. Rapidement, on va parler un petit peu quand même changement climat, on est obligé. Ensuite, on va parler d'impact sur la tech. On va parler un peu plus globalement. Et puis à la fin, quelques petites remarques. Obligé de commencer, un point sur la situation. J'ai que 50 minutes, donc on va faire comme ça. On va uniquement parler du changement du climat. On va pas parler de biodiversité, on va pas parler de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. On va uniquement parler du climat et plus spécifiquement de cette courbe que vous devriez tous plus ou moins connaître ou avoir une idée de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est cette courbe, rapidement? Grosso merdo, j'ai le droit de dire ça. 48% de toutes les émissions humaines générées par l'industrie et par les énergies fossiles depuis que je suis né, voilà, dans le monde, depuis la création de l'homme, enfin depuis l'arrivée de l'homme et depuis qu'il y a une industrie, quasiment la moitié. J'ai 35 ans, ça vous donne une idée. Donc, et forcément, plus on va, plus ça avance, et pire c'est, parce qu'on continue à accélérer. Et donc le changement climatique, si on y pense, le réchauffement climatique, moi je trouve que c'est un très très mauvais terme pour décrire le problème. Un truc qui serait plus correct, que j'aime bien, c'est le chaos météorologique aléatoire généralisé. C'est un petit peu plus parlant, pour une raison très simple. Encore une fois, on simplifie le problème, c'est un talk de 50 minutes, mais un des trucs qui, moi, m'importe le plus et qui est très important, c'est ce qu'on appelle les courants de jet, des jet streams en anglais. Ni plus ni moins qu'à cause de la rotation de la Terre et du fait que certaines zones sont réchauffées plus que d'autres, la Terre tourne, vous avez des courants d'air froids ou chauds, dépendant. C'est bon? C'est des petits tests pour savoir si vous dormez, en fait. Et donc, ce que ça fait, ça a un... Ah, yes. Ah oui, mais là, c'est pas top. Alors, attendez. Je prends 10 secondes, je suis désolé. Comment on va se débrouiller? On va faire en sorte. Hein. Je vous expliquerai s'il manque des trucs. Oui, donc, ça a un gros avantage, c'est que ça fait un gros effet buffer. C'est ce qui fait qu'en fait, l'air froid reste en haut, reste en Antarctique en été, et puis l'air chaud, inversement. Le problème, c'est que plus le climat se réchauffe, moins les courants de jet sont forts, simplement parce qu'il y a moins de différence entre les pôles et entre le centre. Donc ce qu'on se retrouve, c'est avec des choses qui sont beaucoup plus aléatoires. Et ça amène des choses intéressantes, comme par exemple des anomalies de plus 20 degrés, ou alors du gel en mai. Ce qui fait que, par exemple, on peut perdre à peu près 80% de la production en vin de Bordeaux, parce qu'il y a eu du gel en avril. Ou alors 20 degrés et ça commence à bourgeonner en décembre. Encore une fois, c'est juste une simplification du problème, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, par exemple, en mars cette année, on a quand même vu plus de 35 degrés sur le plateau d'Antarctique, par rapport à la moyenne. C'est pas très sympa, pour simplifier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se donne toujours l'impression, on va réduire les émissions, c'est super, mais on est sur un système qui est ultra complexe. Hein. Vous pensez que Kubernetes c'est complexe, on parle de la Terre. Hein. Si on arrête toutes les émissions aujourd'hui, ça va continuer à chauffer pendant 10 à 15 ans. Donc il faut voir quand même qu'il y a une latence qui est hallucinante. Un truc que je mentionne toujours quand je fais cette conférence, parce que moi j'adore, c'est des trucs qui sont complètement insoupçonnés. Par exemple, le fait que maintenant la Terre tourne un peu plus vite, dû au réchauffement climatique, et qu'ils sont obligés de faire des bug fixes pour tout ce qui est GPS, parce qu'en fait, on n'est plus obligé de corriger pour les comment ça s'appelle, les sauts de millisecondes pour les années bissextiles. Donc on se retrouve avec des bug fixes dus au réchauffement climatique. C'est quand même assez intéressant. Alors, tout ça, ça paraît un petit peu lointain. Je pense que c'est assez d'accord. Il y a une raison particulière, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ne se sente pas particulièrement coupable, parce qu'en fait, la race humaine est aujourd'hui
telle qu'elle est, parce qu'on a ce trait, fait que le moi du futur nous est étranger. C'est-à-dire que, littéralement parlant, scientifiquement, si on parle du vous de dans 20 ans, vous voyez ça comme quelqu'un d'autre que vous. Et donc, ça explique un petit peu qu'on ne soit pas capable, et surtout d'un côté global, de penser à des générations futures, de penser à plus de 50 ans. Ça ne marche pas, même si c'est dans notre intérêt. Et il y a une seule solution pour faire ça, c'est rendre la réalité palpable, rendre le futur palpable. C'est pour ça que je suis super content d'être ici aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez tous comprendre. Covid. On a les scientifiques, ou probablement beaucoup d'entre vous, qui disent « Ouh, on a une exponentielle ici, on est dans la mouise, on est dans la mouise, on est dans la mouise ». La plupart des gens sont « Ah, mais ça va, ouais, c'est en train de descendre, pas mal, ouh, ça va pas du tout ». C'est typiquement ce dont je suis en train de parler. On n'est pas fait pour comprendre les exponentielles, on n'est pas fait pour comprendre le futur. Donc ça explique un petit peu les effets qu'on a aujourd'hui. Alors on va faire un cas pratique. Moi j'aimerais bien savoir... Ah, vous avez déjà répondu? C'est possible ça? Trop fort. J'attends quand même 2 minutes. Alors moi quand je dis, vous pensez au vous de dans 30 ans, moi j'aimerais bien savoir pas si vous avez pensé à dans 30 ans, j'aimerais bien savoir si vous avez passé votre situation personnelle dans 30 ans. C'est ça qui m'intéresse. On est toujours à non. Alors vous êtes un peu mieux que les Américains qui sont à 76% non. Ah, on s'approche. Mais bon, on n'est pas fait pour. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'en voir tous les jours. Alors maintenant on va partir sur la raison pour laquelle vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on est développeur? Alors je ne vais pas vous parler de code, je ne vais pas vous parler d'optimisation de garbage collector. On va essayer de prendre des cas un peu plus concrets, des cas un peu plus haut niveau. Alors concrètement, l'objectif c'est de réduire les émissions de 7,6% au niveau mondial tous les ans pour réussir à atteindre les objectifs. Donc ça donne quelque chose qu'on peut compter. Donc ça veut dire que chaque entreprise ici, idéalement, devrait réduire ses émissions de 7,6%. Alors bien sûr, il y a le gouvernement qui fait des choses derrière, il y a la législation, etc. Mais idéalement, si vous, à votre niveau personnel, vous voulez maintenir, vous devez faire la même chose. Il y a quelque chose qui s'applique énormément dans le zéro déchet, si vous êtes un petit peu dans le domaine. On en est très proche aujourd'hui, ce que j'apprécie énormément d'ailleurs. C'est la règle des 5 R. Alors avant, il y en avait 3, maintenant il y en a 5. On continue, peut-être que dans 5 ans, il y en aura 10. Mais alors, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Ça a des noms qui sont plutôt parlants. Ce que j'aimerais bien qu'on prenne 2 minutes, c'est que la plupart du temps, on entend parler de recyclage. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de refuser, d'abord, parce que c'est le premier R. Parce que tout ce qui n'est pas émis n'a pas à être compensé. Et réduire, également. Et pas uniquement supprimer des mails sur des boîtes mail, des pièces jointes sur des boîtes mail. Donc on va prendre un premier cas, complet au hasard, les 5-9. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui... Voilà, la 99.99. Ma première question, c'est... Tout le monde n'en a pas besoin. Est-ce que votre business a vraiment besoin d'être highly available? Alors, si on est Doctolib, probablement, peut-être. C'est une discussion que je ne veux pas prendre pour vous. Mais moi, j'ai vu des présentations de petites entreprises qui ont des systèmes pour des entreprises, donc les gens ne travaillent pas le week-end, qui essayent d'être highly available. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Ou alors les 100 millisecondes de latence. Alors, si vous êtes Amazon, et que vous avez plus de 200 millisecondes de latence, vous permet 2% de votre chiffre d'affaires. Maintenant, si vous commandez des pizzas, il y a plein d'autres exemples. Hein. Si vous êtes en train de vlogger, par exemple, il n'y a pas forcément besoin toujours d'avoir cette barre des 100 millisecondes. Ce serait bien d'avoir... Moi, j'aimerais bien surtout que la question se pose, en fait. À partir de ce moment-là, qu'on ne soit pas toujours en train de chercher le mieux, juste que la question se pose. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est utile? Il y a une raison toute simple derrière, c'est qu'il faut multiplier la redondance. Il faut qu'on ait plus de déploiements, il faut qu'on soit proche de nos utilisateurs, dans les 5 continents probablement, ça apporte de la duplication. Pour être certain, vous allez surdimensionner les besoins, on va avoir des grosses machines, on va ajouter des machines, et puis plus on a de machines, plus il faut d'orchestration, etc. Pour info, alors, celui-là c'est le gros disclaimer, c'est photo non contractuelle, ça date de 2016, j'ai pas trouvé plus récent, mais Stack Exchange, j'ai vérifié ce matin, 1,3 billion de pages vues par mois, je ne sais plus combien ça fait par seconde, mais ils ont 2 data centers aux US. Alors je ne sais pas, est-ce que vous, en tant qu'utilisateur de Stack Exchange, donc Stack Overflow et tous les autres, est-ce que vous sentez la douleur d'avoir un serveur en face de vous qui est aux US? Moi, ça va.
Alors vous allez me dire, ouais, mais le cloud, c'est super, parce qu'en fait, je peux descendre à 0 machine quand il n'y a personne, et puis j'utilise uniquement ce que j'ai besoin. Ouais, je fais de l'élasticité, c'est top. J'ai pas besoin d'avoir des gros serveurs qui sont en sous-capacité dans mon data center. Tous les services sont mutualisés, ouais, ils font de l'optimisation entre les différents utilisateurs. Et puis les data centers, c'est top, il y en a qui sont sous l'eau même maintenant. Ils utilisent comment ça s'appelle, l'eau des volcans et tout, c'est top. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous faites tout ça? Est-ce que vous êtes vraiment en train d'optimiser? Est-ce que vous faites vraiment de l'élasticité à zéro? Ou est-ce que vous avez quand même votre grosse machine? On va poser une question. Si vous dormez toujours pas, est-ce que vous pensez vraiment, aujourd'hui, de manière complètement honnête, que la gestion des ressources cloud dans votre entreprise est optimisée? Moi je triche, on n'utilise pas de cloud chez Adyen, on a le nôtre, mais... Puis je suis développeur advocate, donc je fais plus de prod. Mais... Voilà, moi, le truc qui m'intéresse, c'est que souvent, en fait, on parle beaucoup. Moi, hier, j'étais à JSpring, on parlait de cloud et on disait que c'était super, on pouvait faire de l'élasticité et tout. Alors, c'est très bien ce qu'ils disent AWS. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, en fait. Il y a quand même 35%, moi, je suis assez content. Et il y en a 6%. C'est qui les 6%? Alors, je suis pas en train de cracher sur le cloud, je suis pas en train de dire faut pas utiliser le cloud, je suis pas en train de vous parler de revenir à l'âge de feu, hein. Parce que le cloud, ça a des avantages certains, on est d'accord, il y a une économie d'échelle qui est pas possible, et c'est dans leur intérêt complet d'optimiser les ressources, hein, puisque ça leur coûte de l'argent, c'est assez littéral. Donc plus ils sont économes et plus ils sont optimisés, mieux c'est pour eux. Donc au fond, utiliser le cloud. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est simplement qu'il y a une différence entre le marketing speech, où on dit oui, c'est super, c'est optimisé, et la réalité du terrain, où en fait les développeurs, ils sont toujours leur... Est-ce que vous spinez vraiment votre environnement de test le week-end? Je suis pas sûr. Un truc que je voulais noter, alors moi je suis pas sur le cloud, donc j'y connais moins que beaucoup d'entre vous, mais AWS a sorti cette année un calculateur de CO2. Donc l'avantage aussi, par rapport à des data centers que vous auriez vous-même, c'est qu'ils ont des outils qui vous permettent de vous améliorer vous-même. On reparle des 7,6% tout à l'heure. Si vous voulez jouer un peu avec ça, vous pouvez voir que vous allez, en faisant certaines choses, en automatisant, pouvoir réduire votre empreinte. Pardon? Chez GCP? Ok, super. Je connais pas GCP, j'ai vu ça, mais je pense qu'ils ont tous, hein, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ok. Faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, hein. Il y a un intérêt ultra commercial derrière, hein, parce que si vous dites que vous êtes green, vous pouvez le vendre à vos clients, vous allez utiliser moins de capacité, donc c'est plus économe aussi. Enfin, il y a un intérêt. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait tous les exemples qu'on donne ici, ils sont plus économes au final. Et of course, faut pas oublier de le mentionner, côté serverless, qui est le Graal. Je ne vais pas vous embêter avec celle-là, je veux juste mentionner que ça, c'est un graphe de performance de Java. C'est des benchmarking Java en fonction des différentes choses. Je voulais juste dire qu'en fait, tous les Java ne sont pas égaux. Donc aujourd'hui, on a plein de distributions Java, on a plein de versions de Java. Il y a des grosses différences, certains trucs. J'ai essayé de trouver celles où les versions récentes de Java étaient les plus performantes, parce qu'en fait, sur les benchmarks que je vois, il y a JDK 8 qui crame toujours le 17. Donc, voilà. Mais c'est pas du 1 contre 1. Quand on change, il y a des impacts derrière. Et alors celle-là, j'aime pas particulièrement cette photo. C'est caché. Mais j'ai mis Python en dessous. Je voudrais juste montrer que tous vos choix ont un impact derrière. Donc quand vous partez de zéro, il y a aussi un impact derrière. Et ça peut être sympa d'y penser 2 secondes, parce que, encore une fois, il y a un intérêt écologique, mais il y a aussi un intérêt en production derrière. Donc j'ai mis Python qui est à 75 par rapport à C, donc 75 fois plus consommateur en énergie. On est sur un rapport 35 par rapport à Java. C'est non négligeable si vous avez toute votre boîte qui tourne là-dessus. Et mon préféré, c'est celui-là. Bon, je travaille dans un système de paiement, donc je vais pas faire de lobbying, mais encore une fois, vos choix ne sont pas anodins. On parle de... Alors je sais que ça vous permet d'avoir des investissements, hein, quand vous dites que vous faites de la blockchain, mais peut-être qu'il y a moyen de, au minimum, choisir la bonne blockchain, et puis peut-être aussi simplement d'être pragmatique et se dire qu'on n'a pas besoin. Un exemple, le Bitcoin. 65 mégatonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, c'est la Grèce, en fait. Voilà. Et donc... Pardon? J'ai rien dit. Alors,
ok, moi ce que j'aime bien, c'est que toujours les gens viennent dire ouais, mais attendez, il y a 80%, alors 80% selon certaines sources, 39% selon d'autres, de l'énergie qui provient des énergies renouvelables. Super. Mais en fait, on pourrait utiliser ça pour la Grèce. À la place, hein, on fait hop, la Grèce, gratos. Y a moyen voilà, de gérer l'énergie autrement. Et donc j'en prends un dernier, j'ai pris 3 petits exemples, c'est pas pour shooter sur eux particulièrement. D'ailleurs, l'application du dev Fastly, elle fait 10 mégas, donc c'est pas mal. Mais quand je regarde, moi, Airbnb, allez, je m'en sers 3 fois par an. On est sur une application à 230 mégas, sans compter les updates, alors que quand je visite le site web, c'est 3,1. Il faut combien de visites sur Airbnb pour que je rentabilise mon espace, enfin déjà mon espace glisse, mais ensuite l'espace de transfert. Alors, voilà, je ne fais pas du lobbying encore une fois pour PWM, mais je dis c'est des questions qui se posent. On a une échelle qui est absolument terrifiante. Et on est sur, mais j'ai pas noté, mais on est sur 50 000 reviews, donc je ne sais pas combien d'installations c'est énorme. Et il y a des product owners dans la salle? Moi, mon préféré, ma slide préférée, c'est celle-là. Donc c'est Nike qui a sorti des chaussures qui se lassent toutes seules, avec une application Android. Et en fait, ils ont buggé leur application, ce qui fait que les chaussures étaient inutilisables. On vit dans le futur. Et encore, c'est même pas le métaverse. Mais voilà, ma question c'est ça, c'est vos scientifiques étaient tellement préoccupés de savoir s'ils pouvaient ou non, se sont même pas arrêtés de savoir s'il fallait le faire, quoi. Voilà. Je prends un dernier exemple sur la tech, avant qu'on passe à autre chose. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça peut être ce graphe, avant que j'explique? Ce graphe, c'est la taille moyenne d'une page web au fur et à mesure du temps. Ah, oh, ça c'est bon ça. Alors attendez que je sorte mon... Hop. Il y avait un talk sur la sécurité aujourd'hui? Au fur et à mesure du temps, taille moyenne d'une page web. La ligne bleue, desktop, ligne orange, enfin la ligne, c'est quelle couleur? Violet, mobile. On est sur augmentation en 10 ans de 1240% en moyenne. Moi, j'aimerais savoir si on est mieux servi qu'il y a 10 ans. Donc je vais poser une question, je ne sais pas si Hubert est dans la salle, mais moi j'ai posé une question. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un framework? Est-ce que vous avez besoin de React Alors j'ai juste pris React DOM, en sachant quand même qu'il faut d'autres trucs pour faire une application React. 84 millisecondes sur une 3G. Alors déjà, vos utilisateurs ne sont pas très contents s'ils sont, par exemple, dans la salle des speakers où il n'y a pas de 4G. On est sur un bundle size de 130 kilobytes, alors qu'en fait, vous prenez du lit, vous êtes à 118 millisecondes en 3G, vous utilisez 100 kilos de moins, ça vous laisse vachement plus de place pour votre application. Alors oui, les features sont pas équivalentes, on compare un petit peu des pommes et des bananes, mais il y a quand même une question qui se pose. En fonction de votre cas d'utilisation, si vous faites un site web qui est pour un événement, peut-être que vous n'avez pas besoin de React. Et il y a un impact qui est derrière, qui est vrai, parce qu'une raison toute bête, la moyenne de vie d'un téléphone en France est 2,5 ans. Téléphone, tablette. Je n'ai pas regardé pour les PC. On est sur 2,5 ans. En sachant quand même, j'imagine, normalement je défonce des portes ouvertes, hein, mais c'est toujours bien de le rappeler. Quand vous achetez un téléphone, il a déjà fait 80% de son empreinte écologique en fait. 80% du CO2 est déjà sorti. La production, le transport, le marketing, tout ça c'est déjà fait. Donc en fait, l'utilisation du téléphone, elle est négligeable. Donc en fait, le seul moyen d'être plus écolo avec votre matos, c'est de le garder plus longtemps. Bon, ça aide si on a des sites web qui sont un peu plus légers. Surtout que la raison principale des utilisateurs pour changer de téléphone, hormis le marketing bien sûr, c'est qu'il devient lent. Alors, c'est super tout ça. Moi j'aimerais bien savoir, ok, maintenant on va parler un petit peu de nous. Le téléphone dans la salle. Est-ce que votre téléphone et votre tablette ont plus de 2,5 ans? Ah. Moi je vote non. Ah, si, en plus. Si, pour mes téléphones, oui, je viens d'acheter un PC. Bon, on est sur du 50-50, c'est pas mal, vous êtes bien. Mais vous êtes venu au Dev Fastly, vous savez qu'il n'y a pas de plastique, il faut consigner les bouteilles, donc vous êtes bon public.
Mais bon, il y a quand même une question. Il y a un truc qui m'a vraiment heurté, surtout en période de Covid et quand j'ai eu mes enfants, c'est ok, tout ça c'est très bien d'essayer d'optimiser les serveurs, etc. Machin truc, mais la situation à la maison, elle est comment? Surtout dans la tech, on est honnêtement les pires, hein, à avoir des gadgets et tout. Voilà, je vais pas vous parler de ça la semaine. Oups, pardon, qui est sorti cette semaine. Quelqu'un l'a commandé déjà? Bon, il y en a un nouveau tous les ans, hein. J'ai celui de l'année dernière. C'est une citation d'une athlète olympique. Voilà, si vous demandez à vos enfants de faire du sport, ce serait bien de s'y mettre aussi. Ce serait bien de... Je ne sais pas comment le dire en français, j'ai cherché un petit peu. Practice what you preach. Fais ce que tu dis, voilà, fais ce que tu dis. Donc là, on va partir un petit peu dans un domaine un petit peu différent. On va partir sur les émissions de CO2, mais à la maison. Moyenne globale en France, moyenne globale dans le monde, 4,5 tonnes par an et par personne. En France, on est en moyenne à 10 tonnes. Je parle en moyenne. Avec un objectif mondial de 2 tonnes qui est discutable, on peut en reparler. Encore une fois, on est sur une conférence, on est obligé de compresser un peu les infos. On va partir du principe qu'on est tous partis sur un objectif de 2 tonnes. J'ai fait mon empreinte en 2018. C'est important de voir un petit peu ce qui n'est pas mesuré. On ne peut pas le voir. Donc j'ai vérifié la mienne, j'étais à 17,4. Parce que je ne suis pas du tout la moyenne. Je suis un techos, j'ai une tablette, j'ai un PC, j'achète mon truc assez souvent. Je vais en conférence, donc en fait, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est 2-3 trucs. Le premier, c'est qu'en fait, je m'attendais à ce que ma consommation, en tout ce qui est tech, en fait, soit énorme. Alors qu'en fait, c'est 15%. Alors que je suis un gros consommateur. À peu près autant que mon régime alimentaire. Par contre, les trajets, à l'époque, je travaillais encore, enfin, j'allais de temps en temps en Suède, près de la moitié, plus de 50%. On est sur 17,4 tonnes, et c'est uniquement pour moi. Bah, du coup, on a profité du Covid, on s'est mis au taf, à la maison, et c'est un graphique que j'aime beaucoup, qui dit en fait, bah, c'est simple. Vous prenez votre utilisation, vous regardez ce qui est le plus simple. Pardon? Ouais, je suis revenu en arrière exprès. Bien, merci. Donc on commence par ce qui est facile et ce qui a le plus d'impact. Et on voit où on finit. Et plus ça va, et plus on avance. D'accord? Donc pour moi, c'est le trajet, pas compliqué. Et on utilise encore la règle des 5 R, refuser et réduire, et on oublie le reste. C'est la règle des 2 R à la maison. Donc, je me jette pas de fleurs, c'est juste, encore une fois, on est sur un cas d'étude un petit peu, parce que je vais vous en parler un petit peu après, mais aujourd'hui, on est sur à peu près sur 6,2 tonnes, donc on est toujours 3 fois trop. Ah, et j'ai oublié de... Est-ce que j'ai oublié? Non, je n'ai pas oublié, ça arrive. En n'ayant pas fait trop de sacrifices à la maison. Bon, j'ai gardé mon Mac un an de plus, j'ai eu raison, parce que la version de 2021 est mieux, je l'ai gardé 5 ans. Mais j'ai toujours autant de trucs à la maison. En termes de tech, à la maison, c'est n'importe quoi. Par contre, j'ai complètement arrêté de voler. Parce que bah, c'était 35%, c'est assez facile. Et puis, grâce au Covid, télétravail massif, on est d'accord? Je pense que tout le monde en bénéficie aujourd'hui. Et puis, ça a un impact non négligeable, faut pas l'oublier. Et ensuite, on a essayé de passer de la voiture au train, pour réduire un maximum. Je suis venu en train ici. Et puis, le dernier truc qu'on a fait, c'est on a réduit la viande un maximum. Donc, j'ai toujours mon saucisson le samedi. On essaie de réduire pendant la semaine, quasiment pas en avoir du tout. Et on est passé sur du jardin ouvrier. Je vous ai mis un lien sur les jardins ouvriers de Lille après. Prenez-le. Donc on a commencé à faire notre nourriture nous-mêmes en fait pour réduire du plastique. Et donc on arrive sur quand même, je pense, de 17 à 6, ça fait quand même un sacré bond en l'espace de 2 ans, en ayant changé très peu nos habitudes journalières en fait, si on y réfléchit. Parce que mon trajet c'est quoi? C'est 4 jours par an, 5 jours par an. Et puis on a décidé aussi de compenser tout ce qu'on n'arrive pas à supprimer. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Encore une fois, j'essaie pas de vous forcer, c'est une démarche personnelle qu'on essaie de faire. Mais si on regarde un petit peu dans le contexte, alors j'ai pas mis la question parce que je trouve ça un peu evil. 35 000 euros, si vous faites au-dessus de 35 000 euros, et je parle là pour l'instant, je parle de 35 000 euros par personne, donc net, vous êtes dans les 10% les plus riches du monde. En couple, si vous vous mettez à 2, si le couple fait plus de 35 000 euros, je crois qu'on est toujours dans les 20% facilement. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que 52% des émissions sont générées par les 10% les plus riches. Alors, pas forcément les mêmes, hein, il y en a qui font plus que d'autres, mais les 10% les plus riches, c'est 52% des émissions. Donc moi j'aime bien quand on me parle, quand on me dit oui, mais la Chine, tout ça. Si tu fais partie des 10% les plus riches, tu fais probablement partie du problème.
Et ouais, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est qu'aujourd'hui, alors, j'ai dit que j'allais pas en parler, on a énormément de problèmes en France et dans le monde, à différents niveaux. Mais la tech, c'est quand même le meilleur secteur pour avoir du taf. C'est le secteur où on est bien payé, en général. Qui de mieux que nous pour amener le changement? J'aimerais bien que vous me disiez qui. Alors, on peut parler de la classe politique, hein. Je parle au niveau personnel, c'est nous. Alors je sais, vous allez me dire, ah, essaie d'aider à ton niveau, mais derrière, il y a les gros méchants qui font n'importe quoi. Et c'est vrai, parce que si on regarde les entreprises, en plus de ça, donc il y a un gros greenwashing qui s'est mis en place, maintenant qu'il commence à y avoir de l'urgence. Les entreprises sont pas assez, c'est vrai, mais on bosse où? Surtout dans la tech. Quelle entreprise du CAC 40 qui fait partie des gros méchants n'a pas de tech? On travaille pour elle, et on est les plus gros acheteurs. Et en plus de ça, alors je le note, je le mets en, je pourrais en parler 10 minutes, mais le Covid a vraiment créé une autre réalité. Il y a une demande qui est encore plus forte. Le télétravail est devenu normal. Il y a énormément de choses qui sont passées en ligne. Voilà. Et le dernier, alors je dis ça, mais c'est absolument pas lié au temps, hein, je le mets toujours, mais bon, on vote aussi. Et donc on peut forcer le changement de l'intérieur. On peut choisir de travailler pour des entreprises qui ont par exemple comment ça s'appelle, des démarches éthiques. Je ne dis pas qui est bon et qui est méchant, mais on voit aussi que certaines entreprises commencent à avoir des membres du comité directeur qui sont dédiés à l'environnement. On a des Chief Environment Officers, mais peut-être que vous pouvez pousser le changement et avoir ça chez vous aussi, même si vous êtes plus petit. On voit aussi des choses qui se mettent en place, par exemple des produits, tout simplement, hein, pour éviter pour apporter un changement par rapport à la viande sans avoir trop de douleur derrière. J'ai oublié une slide, je crois. C'est pas grave. Je vais le dire quand même. Nous votons. Moi, j'aimerais bien. Je ne suis pas politique, ça fait très longtemps que. Enfin, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je vais juste dire un truc. Quand on parle du grand remplacement, on parle quand même d'1,5 milliard au niveau. Enfin, si on continue sur la même lancée, on parle d'1,5 milliard de migrants climatiques dans les 30 ans. Si vous êtes pour le grand remplacement, votez pour les Verts. Si vous croyez à ces trucs-là, voilà. Alors pour conclure, moi cette citation, elle est vraiment importante pour moi. C'est Al Gore à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est en 2008 qu'il a sorti son film sur le changement du climat, donc ça commence à faire plus de 10 ans, quasiment 15. Il a dit, est-ce que je vais pouvoir traduire ça en live? Vous comprenez tous l'anglais, c'est bon? Le gros problème, c'est que les gens passent du désespoir, comment ça s'appelle, du déni au désespoir sans passer par la case, putain, il faut changer les choses. Et moi, c'est un truc que je vois énormément, surtout ici. On est tous foutus, rien à faire. J'irai quand même à Bali. Moi, j'aimerais bien qu'on passe par le stade. J'aimerais bien qu'on change les choses un petit peu. Alors, tous à votre propre niveau. Peut-être il y a des gens qui vont faire des petites choses, d'autres des grandes choses. Commencez par ce qui est plus facile. Et vérifiez ce que vous lisez, s'il vous plaît. Parce que Netflix, qui est complètement un non-sens écologique, etc., machin truc, quand ça a été vérifié derrière, on se rend compte qu'en fait, c'est complètement négligeable. Donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous pouvez rentrer à la maison, puis revérifier, et puis peut-être que je me suis trompé, probablement d'ailleurs. Mais vérifier les chiffres, ça permet aussi d'avoir un aspect, une vision un peu plus large du problème. On repart là-dessus, si vous voulez faire du changement à la maison, je vais vous le refaire encore une fois, mais plutôt que de recycler, essayez de refuser d'abord. C'est un vrai, ça a une valeur de dire non des fois. Et essayez de réduire. Et commencez par ce qui est simple et qui fait un gros impact. Alors je vous l'avais promis, voici le lien pour les jardins ouvriers de Lille. Si vous voulez faire un peu de jardinage le week-end. Moi j'ai littéralement, sans avoir aucune expérience, nourri ma fille cette année, qui a 18 mois maintenant, tout l'hiver dernier, avec 2 heures par semaine de travail. Il y a des très très bons, je ne sais pas si vous les connaissez. Vous connaissez Bon Pote et Après l'effondrement? Il y a beaucoup de gens qui connaissent ici? Excellent. Ces deux-là sont, moi je trouve vraiment top, ils m'aident énormément dans ma démarche. Les ressources en français, Bon Pote et Après l'effondrement, si vous voulez aller voir, c'est top. Un peu de Green IT, Principles.green. Je vous ai mis 2-3 autres liens que vous pourrez aller voir plus tard. Si je vous donne un exemple pratique, moi j'ose pas trop le dire parce que je veux vraiment pas jouer le zélote qui dit surtout voyagez pas, etc. Je vous donne un exemple, peut-être que vous pouvez rentrer chez vous et y réfléchir. Mais Java One is back, super, top, 3 ans de Covid, Java One à Las Vegas. Vous pouvez prendre Java One, aller faire 2 jours à Las Vegas, revenir, ou peut-être une semaine à Las Vegas, revenir, et vous aurez dépensé votre quota en CO2 de l'année. Ou alors, vous allez au DevFest Nantes, et
à Devoxx Belgium, en train. Vous aurez dépensé quasiment rien, vous aurez 2 fois plus de contenu. Voilà, c'est juste un exemple. Et encore une fois, évitez le doomisme, évitez le on est tous foutus, s'il vous plaît, perdez pas espoir, il y a des bonnes nouvelles, ça commence vraiment à changer. On vient tout juste, l'Europe vient tout juste d'interdire les véhicules neufs diesel et essence à partir de 2035. Bonne, mauvaise nouvelle, on peut en discuter pendant très longtemps après. Ça montre un désir, une mouvance, et on a vraiment fait un impact. L'Union européenne a enregistré une baisse qui était supérieure aux prévisions et aux objectifs en 2020. Alors ma question c'est, est-ce que c'est la fin? Moi l'idéal ce serait qu'en fait beaucoup d'entre vous fassent leur petit truc à leur petit niveau. Ce serait vraiment top. Voilà, vous pouvez me trouver là-bas. Et j'avais bien oublié la slide. Pour me donner du feedback, c'est par ici. Voilà, merci. On a plein de temps pour des questions, ce qui était un petit peu l'objectif. Ou une discussion même. J'ai pas de micro, je peux pas t'envoyer mon micro. Bonjour, merci pour ta présentation. On bosse tous pour des boîtes différentes de la tech. Nous, on aime bien la tech en général. Par contre, la finalité de la boîte, c'était moins un sujet ces 20 dernières années. Comment tu vis, toi, ça, le fait que tu fais une solution de paiement, c'est cool, et peut-être que tu sers pour plein de boîtes qui ne sont pas en accord avec tout ça, et qui est un sujet hyper compliqué parce que changer de job aujourd'hui, c'est dur en fait. Si tu veux trouver la boîte parfaite qui a une finalité qui colle exactement à tes valeurs, ça n'existe pas toujours, en fait. Alors, c'est une très bonne question. Je vais peut-être même aller plus loin que toi. On est tous hypocrites à notre propre niveau. Je viens pas en disant que je suis parfait. J'ai plein de défauts, je suis loin d'être parfait et je contribue au problème. Donc, c'est une très bonne question. Et en plus de ça, moi, j'ai 2 enfants, on vit à l'étranger, ma femme travaille aussi. Donc, il y a toujours des compromis à trouver. Il y a plusieurs choses. Je pense déjà que si tu es en contradiction totale avec là où tu travailles, c'est peut-être si l'écologie a une telle importance que tu veux avoir un impact un peu plus grand ou simplement faire moins partie du problème, c'est une démarche à prendre, de la même manière que si tu penses que tu n'es pas bien payé. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui tu es obligé de rester dans ta boîte, mais peut-être que dans un an tu pourras trouver. Il y a une démarche à faire. Je pense aussi que, honnêtement, il n'y a aucune boîte, alors, à part peut-être un ou deux noms que je ne vais pas citer, mais non, très sérieusement, il n'y a aucune boîte au monde qui veut être le méchant. Personne, il n'y a pas un seul CEO qui va venir. Alors, il y en a eu, hein, je veux dire, mais globalement parlant, tout le monde essaie simplement d'avoir une croissance, voilà. Donc, il y a aussi moyen d'apporter le changement de l'intérieur. Du lobbying, ça existe. Je sais que chez nous, par exemple, à Adienne, on a un comité climat qui fait partie de certaines décisions. Ça se monte à l'intérieur, voilà, faut travailler. Je trouve ça un petit peu, dans un sens, un petit peu facile de dire ah mais c'est pas ma faute, faut bien que je travaille, ma boîte. Alors je jette pas la pierre, je dis simplement que ça fait partie d'un processus. Et par exemple, le fait d'en parler beaucoup, le fait de nommer certaines choses, il y a des choses qui me gênent et des fois dont je parle, ça peut aider aussi. Et puis, il y a plein de boîtes qui recrutent aussi. Simplement, la question, c'est il faut déjà les connaître. Et puis, il faut trouver... moi, j'ai réussi à trouver à Dienne. C'est jamais parfait, mais je suis assez content. On a quand même un gros investissement climat derrière. On propose des produits plutôt verts à nos clients à peu de frais. Verts et humanitaires, ça va un peu plus loin. Mais c'est une démarche. Alors, je vais faire... J'en parlerai sur Twitter. J'ai l'intention de le mettre sur Twitter parce que je voulais pas faire trop de pub, mais il y a une boîte qui est en train de se monter qui s'appelle My Little Team. Je sais pas si vous connaissez. Vous pouvez aller voir je vous mettrai le lien sur Twitter, mais mylittleteam.fr, je crois. Où en fait ils essaient justement de prendre tout ce qui est recherche d'emploi à l'envers. Et vous mettez qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, écologique, ça peut être humanitaire, ça peut être simplement que vous voulez être dans une bonne boîte, vous voulez les dernières tech. Mais c'est plutôt que de chercher côté salaire et je sais faire du Kubernetes et du Google Cloud et un peu de Java, ils vont plutôt vous mettre en collaboration par rapport à des valeurs.
Et moi, c'est une démarche que je trouve assez intéressante et j'espère de tout cœur qu'ils arrivent à monter un truc pérenne. J'espère que ça répond à ta question. My Little Team. Il y en a beaucoup qui connaissent ici? Ah, quelques-uns. C'est cool. Allez voir, ils cherchent, ils sont tout juste lancés, vous n'allez pas trouver votre bonheur aujourd'hui probablement, mais remplissez leur base de données parce qu'ils ont besoin de... Ils ont besoin de démarrer, ils ont besoin de kickstart, donc ils ont besoin de prouver aux employeurs que ça fonctionne, etc. Machin truc, donc prenez 5 minutes, allez faire ça. D'autres questions? Il y en a une là-bas. J'étais trop rapide ou pas? Non? Alors, moi, je vais tricher un peu, je vais poser 2 questions. Dis-moi. La première, c'est la mienne, et la deuxième, c'est sur le site qu'on a utilisé pour poser des questions, et qu'il y en a qui sont pas mal. Le problème, c'est que dans le Nord, il y a principalement des jobs qui sont en Java pour des grands groupes. On ne va pas les citer parce qu'ils sont sponsors Gold. Mais le problème, c'est que il y a une forte consommation derrière. Encore une fois, on ne va pas donner de nom, mais on peut atteindre du 100 tonnes par mois de rejet CO2. Il y a des actions qui sont faites, mais le problème, c'est que derrière, on a un peu ce côté de... c'est difficile de changer de stack technique si on n'a pas on n'a pas les développeurs qui ont les compétences, que ce soit au niveau des compétences professionnelles ou même au niveau des écoles, quand ils ne vont pas former d'autres stacks techniques que du Java, Spring Boot, etc. Qu'est-ce que toi tu conseillerais pour faire changer les choses à ce niveau-là en fait? J'aimerais bien savoir ce que toi tu me conseillerais. T'en penses quoi? Personnellement, je pense qu'il faudrait essayer de faire des POC sur des petites API qui pourraient marcher, essayer de convaincre les gens, soit d'un point de vue écologique s'ils aiment bien, ou alors d'un point de vue économique s'ils utilisent AWS, GCP ou d'autres solutions, pour justement montrer qu'ils peuvent, en consommant moins, ils paieront moins, et en même temps, d'un point de vue écologique, ce sera mieux. Tu avais une deuxième question, tu peux garder. Oui, c'est vrai, j'avais une deuxième question. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai un autre talk qui s'appelle Comment introduire Kotlin dans votre grosse organisation qui ne bouge pas. C'est un peu la même chose, il faut trouver le discours. Alors après, c'est toujours facile. Hein. J'imagine tu parles... Non, je suis enregistré, je vais rien dire. Mais il faut trouver les clés qui ouvrent les portes. Voilà. En général, que ce soit au niveau... Enfin, c'est un peu générique ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais le VR, c'est marketing. Hein. Et faire des vraies actions qui ont un changement, c'est très marketing. Donc ma question, c'est est-ce que tu es allé discuter avec les gens du market? Il y a des actions, c'est un côté économique aussi. Donc si tu fais un business case et que tu dis, bah écoute, on fait n'importe quoi côté cloud, moi j'ai besoin de 2 SRI, je les prends pour 6 mois, et puis on fait avant, après, on vérifie l'économie, parce que je pense qu'on peut économiser le coût d'un prestat en moins d'1 an. En fait, il faut trouver les clés qui ouvrent les portes, il faut changer un peu de discours en fonction. C'est une technique que moi j'utilise et qui fonctionne relativement bien en général. Après, c'est vrai que si vous êtes un petit peu dans un truc de l'œuf et de la poule et que les gens sont ici et que les gens sont formés pour une certaine stack et que vous êtes coincé et que du coup la boîte ne peut pas bouger, c'est un long processus. Et donc il y a des solutions simples et rapides. J'émigre. Il y a des solutions plus longues où tu peux essayer de faire changer à l'intérieur les choses tout en ayant... je pense que rien que ça, par exemple, quelque chose comme les DevFest Lille, le fait que ça se passe à Lille, quand tu vois la démarche que la conférence a, je pense que c'est des choses où peut-être simplement l'année prochaine, il faudrait faire un DevFest Lille avec un premier jour pour les comités directeurs. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour la première question. Et la deuxième, c'est quoi tes outils pour calculer le CO2 que tu consommes? Il y en a beaucoup et j'ai du mal à distinguer ceux qui sont vraiment fiables, idem pour compenser. Ouais, alors... J'ai peut-être pas fait assez l'accent dessus, mais on parle de tendance. Il y a rien qui va pouvoir vous dire « Oh, je consomme 2,3 tonnes de CO2 par an ». Ce qui est important, c'est je pense que tu prends n'importe quel outil. Alors déjà, ok, conseil pratique, moi j'utilise un truc qui s'appelle Climate Hero. Climate Hero, c'est une application. Ça a un côté simple, c'est mieux de prendre un outil qui te permet de choisir ton pays. Parce que je vais vous donner un exemple tout bête, mais la France est ultra utilisatrice de nucléaire encore aujourd'hui.
Donc votre consommation n'est pas du tout la même que chez nous où on est beaucoup au gaz. Donc il y a des grosses différences. Donc c'est mieux de choisir un truc où tu peux choisir ton pays parce qu'il y aura des grosses différences de ce côté-là. Ensuite, moi j'aurais tendance à dire ce qui est important, c'est les tendances. Donc c'est plus important de prendre un outil, quel que soit celui, de changer ton comportement et de voir la tendance que de voir tes tonnes en fait. C'est pas ça qui est important. Ouais, je pense que c'est les deux principaux trucs que je conseillerais. Après, chaque outil va calculer différemment, et puis, enfin, donc tu seras jamais sur des choses qui sont parfaites. Donc, vaut mieux partir sur une tendance. Et un truc que j'ai commencé à faire aussi chez moi, vous avez tous des compteurs Linky, j'imagine maintenant. Il y a moyen de calculer aussi. Il y a des petits boîtiers qui s'adaptent. Vous pouvez calculer vraiment votre consommation électrique en temps réel, et consommation d'eau, etc. Vous pouvez aussi faire de la corrélation du coup. Ça coûte 30 €. Moi j'ai commencé à faire ça, j'ai pas fini. Mais voilà, faire des choses un peu plus proches de toi, ça aide aussi de savoir, voilà, j'ai baissé ma consommation d'électricité, on utilise moins d'eau, tout ça, ça aide aussi. Voilà, le jardinage par exemple, ça réduit énormément les déchets. Comment est-ce que je peux vraiment calculer ça? C'est impossible. Il n'y a plus de questions? On va s'arrêter là. Ah, il y en a encore. On voit pas grand-chose avec le... Ok, je vais essayer de formuler ça clairement. On a là beaucoup d'actions qui sont individuelles, très louables. Ouais. Mais bon, voilà, pour dire ça un peu trivialement, c'est qu'on ne va pas sauver la planète juste en faisant des petites actions. Du coup, j'imagine qu'avec ton niveau de réflexion, peut-être tu as aussi des envies, des choses qui se passent à un niveau plus global que tu aimerais voir. Est-ce que tu serais prêt à nous les partager un petit peu ici, de choses qui semblent voilà, faisables, puisqu'il n'y a plus de questions? Ça tombe bien d'ailleurs, j'annonce ma candidature. Non. Enfin, aujourd'hui, non. Mais je suis pas d'accord. Moi, je suis toujours sur à deux niveaux. Cette histoire de local global, ouais, c'est vrai. Le gouvernement fait n'importe quoi, les entreprises font du greenwashing à tout va, et qu'il y a 100 fois plus d'investissement pour faire le lobbying du crypto que par exemple pour faire le lobbying des autos aux US. C'est un truc de fou. Mais c'est quand même bien de nettoyer devant chez soi avant. Parce que c'est pas du ou en fait, c'est du et. Il faut faire les deux. Donc, à partir du moment où je sais que moi, mes trucs, je les utilise longtemps, que je fais pousser ma bouffe, que j'ai dit à mon employeur, je suis développeur advocate, je ne volerai pas. Sauf si, enfin voilà, ça veut pas dire que je volerai plus jamais de ma vie, mais c'est un truc, j'ai dit clair, je ne ferai pas de concession de ce côté-là. À partir du moment où cette démarche commence, moi j'aurais tendance à dire, là après on peut... Mais encore une fois, c'est pas de la culpabilité que j'essaie de dégager, mais... Je vois trop de gens dire, de toute façon le gouvernement fait n'importe quoi en allant chercher leur baguette de pain avec leur voiture à 200 mètres, pour faire vraiment blanc et noir. Donc c'est du et. Après... Je vais être très honnête, j'ai voté le mois dernier pour les présidentielles, il y a 2 mois. Il n'y a aucun candidat qui me convient particulièrement. Voilà, c'est un avis personnel, mais... Merci. Tu en as, toi? J'ai dit, tu en as des ambitions ou... Après, pardon, je te coupe 2 secondes. Je veux juste dire, j'en ai pas parlé dans les slides, d'ailleurs, faudrait que je le modifie, mais peut-être j'ai fait aussi trop le global local. Il y a local et ça monte dans la localité. Moi, il y a des groupes dans chaque ville, des groupes pour le climat, des trucs, il y a des choses qui se font. Donc, sans parler de vouloir devenir président des Verts. Il y a plein de choses qui se font au niveau local, au niveau du quartier, au niveau de votre ville, au niveau régional, dont vous pouvez pas. Et dans plein de choses différentes. Vous pouvez, moi, dans ma ville, il y a des groupes pour aider à la repopulation des abeilles, par exemple. Enfin, je veux dire, choisissez votre combat, mais ça peut aider de manière un peu plus globale. En fait, voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir non plus. Je vais quand même le mentionner.
Merci pour la conf déjà. En fait, c'est pas tant une question, c'est plus des remarques par rapport à ce qui a été dit aussi. Super. Et volontiers, si tu veux rebondir. Pour le côté choix des technos pour essayer d'être plus écolo, je voudrais juste rappeler le côté un peu pragmatique. Parce que, par exemple, tu présentais que Java pouvait être 75% plus efficace que Python. Ouais. Ce qui est super intéressant comme chiffre. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, par exemple, si ton Python il est appelé 2 jours dans le mois parce qu'il est dans une cloud function qui n'est pas utilisée, c'est toujours mieux qu'un serveur Java qui tourne 24/24. Exactement. Ouais. Par exemple. Et l'autre remarque, c'est sur le côté vote. Le vote, ça va être tous les X temps soit. Et il y a un autre vote que je trouve super pertinent. C'est la consommation qu'on a. C'est-à-dire que finalement, quand on va juste acheter quelque chose, on soutient une entreprise, on soutient ses actions. Et c'est peut-être là où on aura le plus d'influence. Donc le petit colibri, c'est peut-être là qu'il marche le mieux. C'est qui chantait? C'est l'argent qui dirige le monde. Mais ouais. Juste pour compléter, il y a la question qu'il a posée tout à l'heure. Ça porte un nom dans le climat, c'est le triangle de l'inaction. C'est le fait de se rejeter la responsabilité entre la politique, l'industrie et la personne et l'individu. En disant c'est toi, qui fera en premier parce que moi j'ai pas de geste. Et le constat dans le climat en général, c'est dire que la politique et l'industrie marchent au clientélisme et ne s'intéressent finalement que parce qu'ils ont des consommateurs ou des gens qui votent pour eux. Et ces consommateurs et ces gens qui votent pour eux qui auront la décision de changer à terme à la fois le politique et l'industrie. Donc l'idée, c'est les confs, c'est tout ce que vous voulez, faites des fresques du climat ou ce que vous voulez, pour vous sensibiliser et qu'à terme, il y ait le plus de gens sensibilisés pour que les gens clientélistes de ça évoluent avec la société. Mais c'est long, en fait. C'est vraiment l'objectif ici. Moi, je suis pas venu pour dire il faut qu'il y ait du monde. Il faut que ce soit présent tout le temps. Et il faut que ce soit palpable. J'en ai parlé très rapidement. On n'est pas fait pour voir dans le futur très longtemps non plus. Et en plus de ça, l'industrie ne nous aide pas particulièrement. Il faut que ce soit visible tout le temps. Voilà. Mais oui, je l'ai noté du coup. Je n'étais pas entre mon téléphone. J'ai pris des notes. Merci. Yes. Merci pour la conf, elle était très bien. Je voulais dire, on peut voter dans les urnes, c'est très important, bien sûr. Dimanche prochain, les législatives, d'ailleurs, premier tour, ou troisième, bref. Après, il y a voter avec son porte-monnaie, mais il y a aussi une autre chose, c'est voter avec notre temps de travail. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut faire sur notre temps libre, association, choix de consommation, le temps de travail, c'est là où les projets les plus ambitieux souvent se font. Et pour ça, ça peut être choisir effectivement où est-ce qu'on bosse. Mais parfois, le seul choix possible pour quelque chose qu'on voit de nécessaire, ça peut être non pas de travailler pour un groupe existant, mais de créer son propre projet. Même si après, derrière, il y a des rachats, il y a des fusions, il y a des collaborations, des partenariats. Je pense que parfois, c'est important d'initier son propre projet, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de projets qui sont considérés comme très polluants ou au contraire très bénéfiques, c'est parce qu'il y a une personne qui s'est dit je m'en fous, peu importe, je sais pas quelle est la taille de mon ego, mais il faut que je fasse, il faut que je m'y mette à fond et il faut que j'assume le truc. Ouais. J'ai rien à rajouter. Ouais, je disais ça aussi parce que je veux encourager des gens qui se posent la question de peut-être entreprendre. Parfois, c'est peut-être une bonne idée. Merci. Merci à tous. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde, donc je vous remercie.